Bonjour à tous, chers participants. Au nom des experts Accélère en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Rencontres internationales Desjardins. Mon nom est Dina Mansour, je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre et j'ai le plaisir de modérer le webinaire d'aujourd'hui qui portera sur mieux comprendre et évaluer les foires et les salons virtuels. Nos invités d'aujourd'hui sont Madame Caroline Lepage, présidente d'Agora souhaitant exposer dans les salons conventionnels. Donc, ensemble, aujourd'hui, ils vont démystifier pour vous les différences qu'il peut y avoir entre les deux formes d'événements afin d'en peser le pour et les contre et de vous aider aussi à prendre une décision saine et éclairée quand viendra le temps de vous inscrire. Donc, permettez-moi de remercier Desjardins et la presse qui ont rendu cet événement possible. Donc, je vais demander à Caroline. Je crois, Dominique, c'est mon nom. Dina, on suppose que tu nous demandes de nous brancher parce que... Lepage et à Julien Roy d'activer leur... expliquer un petit peu les outils. Vous voyez que vous avez une chat box. Donc, dans la chat box, je vous invite à écrire tous les commentaires. Donc, si jamais vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez l'écrire. On a quelqu'un de l'équipe qui va s'occuper de ça pour vous. Toutefois, si vous avez vraiment des questions à nos conférenciers, vous pouvez les écrire dans la section Q&A qui est située au bas de votre écran. Donc, nous allons filtrer toutes les questions via cette icône-là. Aussi, une autre mention, donc il va y avoir aussi un partage de PowerPoint. Vous avez l'option aussi dans Zoom là, de bouger les chatbox, etc. pour pouvoir dégager le PowerPoint et en changer la taille. Enfin, vous avez une page qui s'est ouverte automatiquement, donc c'est une page de sondage. Alors, si jamais vous avez des commentaires, quoi que ce soit, c'est sûr qu'on peut les recevoir via le sondage. Puis, on demande aussi à tout le monde de le remplir. Comme ça, on peut avoir de vos commentaires, encouragements, améliorations et aussi de vos idées pour d'autres sujets à couvrir qui pourraient vous intéresser. Donc, j'invite maintenant nos conférenciers à prendre la parole. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les participants. Alors, c'est moi c'est Julien. Je vais d'abord me présenter, puis après, je vais laisser Caroline se présenter elle-même. Alors, moi, je suis formateur en marketing d'exposition. Depuis maintenant plus de 25 ans, j'aide les exposants à multiplier leurs résultats dans les foires commerciales, les congrès. Alors, je suis plus du côté des exposants que des organisateurs d'événements. Par contre, je suis appelé justement à aider les exposants à tout mettre en œuvre pour multiplier leurs résultats d'exposition. Et là, bien sûr, dans les derniers mois est arrivée la grande question, qu'est-ce qu'on pense des salons virtuels? Et moi, je suis en face-à-face. Alors, je suis dans le salon conventionnel, ce qui m'a amené moi aussi à me poser des questions. Et la Chambre aussi à se poser des questions sur est-ce que ça vaut la peine de faire les salons, oui ou non? Et c'est méconnu. On peut dire que et on va parler donc de ça aujourd'hui, les salons, les congrès virtuels. Avant, c'était une option qui était peu convaincante. Maintenant, c'est presque un passage obligé qui s'est grandement amélioré. Puis on va le voir. Et il ne faut pas avoir tendance à rejeter du revers de la main les congrès virtuels. Au contraire, il faut les considérer maintenant. Caroline va en parler parce que ça va devenir probablement un standard, un complément des salons conventionnels. Alors, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on espère, c'est vous aider à comprendre un peu mieux comment ça marche, les salons virtuels, comment on devrait penser, préparer notre présence, quelles sont les actions pour optimiser notre présence en congrès virtuel. Et surtout, ce qu'on va faire, on va partir de ce qu'on connaît déjà, les salons conventionnels. Alors, comment, étape par étape, on peut comparer un salon conventionnel à un salon virtuel? Pour nous aider là-dessus, Caroline Lepage, elle est là pour nous. Caroline, tu veux te présenter un peu? Oui, merci Julien. Alors, Caroline Lepage, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Moi, je suis présidente d'Agora Opus 3, donc c'est une firme qui, en fait,
une organisation spécialisée dans la gestion de congrès. On organise généralement des congrès conventionnels, des salons d'exposition traditionnels et ça fait 25 ans qu'on existe. Au fil des années, évidemment, le virtuel a pris une certaine place. On a toujours fait des événements virtuels, notamment en termes de formation dans le domaine pharmaceutique. Et évidemment, la venue de la COVID a fait pivoter plusieurs de nos événements qui étaient soit conventionnels ou hybrides en événements virtuels. On a la chance d'avoir eu des partenariats pré-COVID avec lesquels on travaillait pour faire des événements virtuels auparavant. Mais là, il y a vraiment une croissance fulgurante de ces événements-là et vous n'êtes pas les seuls à vous poser des questions. Ça reste quand même relativement nouveau. Bien que la technologie existait, les gens ne l'utilisaient pas nécessairement. Par la force des choses, aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Donc, on ne sache pas comment ça marche, de quoi ça a l'air. C'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui. Expliquer, démystifier et voir comment vous pouvez quand même, en virtuel, maximiser le retour sur votre investissement. Donc, nous, Agora Opus 3, on est des organisateurs professionnels de congrès. On le voit plus du point de vue de l'organisateur que du point de vue de l'exposant. Mais comme on teste plusieurs technologies, je vais essayer aujourd'hui d'être à même de vous expliquer ce qui est mis à votre disposition comme exposant là, pour en retirer le maximum. Donc voilà, la technologie, en passant, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Il y a plusieurs technologies qui sont disponibles, mais les principes derrière restent les mêmes. Alors, Julien, voici. Je pense qu'on est prêt pour débuter. Cool. Alors, merci Caroline. Alors, la perception de plusieurs sur les salons virtuels, moi, à discuter avec les exposants, c'est au départ, ce n'était pas très bon. C'est-à-dire que ça coûte presque aussi cher. Frais de montage, présence en moins, frais d'hôtel plus simple, mais presque aussi cher, mais pas avec la même valeur. Moins de rencontres face à face, des rencontres fortuites qu'on pouvait faire qui est excellent. C'est plus difficile en virtuel. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Comment on doit le considérer? On va démystifier ça un peu. Et c'est vrai que ce n'est pas automatiquement rentable. Comme dans un salon conventionnel, il y a des choses à penser. Il y a des choses à préparer pour que ce soit rentable. Alors, une des choses, s'assurer que l'organisateur d'événements est à la hauteur de l'image que vous voulez projeter. Parce qu'il y a différents types de plateformes, il y a différents types d'organisateurs, même le promoteur, tout dépendant des budgets. Une chose à se rappeler aussi, c'est que le monde a changé et les gens, vos acheteurs, vos clients potentiels réels, si vous êtes un exposant, sont curieux et ont faim et sont ouverts aux rencontres sur Zoom, sont ouverts au virtuel. On n'a jamais eu autant de gens willing de participer à des événements et sont beaucoup plus participatifs, main levée, des questions. Ça a changé radicalement dans les derniers mois. L'autre chose à considérer, c'est que avant, dans un salon conventionnel, bien, avant le mois de mars, la très grande majorité des exposants avaient un taux d'interaction avec les prospects dans des salons conventionnels d'à peu près 5 %. Pas plus que ça. Alors, vous parlez avec 5 % de vos clients potentiels. Ce qui veut dire que si vous êtes inquiet d'une diminution de l'achalandage en virtuel, bien, même si ça coupe de 50 %, vous aurez encore de la marge de manœuvre. Vous aurez un taux d'interaction à 10 %. Alors, si vous êtes inquiet de ça, il y a de la marge, il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas du tout certain qu'il va y avoir 2 fois moins de monde parce que les gens sont curieux et ouverts à ce type d'événement maintenant. Et même, je pourrais rajouter parce qu'il n'y a plus de limite géographique. Donc, c'est ça. Un niveau de participation plus grand en virtuel qu'en réel parce qu'il n'y a pas de barrière au déplacement. C'est ça. La clientèle va changer, probablement, mais elle ne sera pas moindre et pas moins de qualité non plus. Alors, Caroline, peux-tu nous parler, démystifie-nous un peu, c'est quoi des salons virtuels? Oui. Alors, les salons virtuels, c'est une technologie qui existe depuis un certain nombre d'années. Au départ, on voyait beaucoup de salons virtuels en 2D qui ressemblent plus, je dirais, à des sites web qu'on viendrait lister, un peu comme le panier bleu là, où on vient mettre une série de fournisseurs. Ensuite, ça a évolué pour se diriger vers du 3D, donc qui permettait d'avoir une enceinte avec des kiosques représentés en 3D, avec des représentants à l'intérieur de chacun des kiosques et permettre une visite beaucoup plus conviviale là, pour les utilisateurs. Donc, on est rendu là maintenant dans le virtuel. Et aussi,
ça permet une interactivité et une connectivité entre les exposants et les visiteurs. C'est ça qu'on veut favoriser. On veut reproduire ce momentum et la capacité d'échanger avec les gens. Donc, nous, notre slogan de ce temps-ci, c'est de dire virtuel aujourd'hui, hybride demain, en personne éventuellement. Il est évident que, particulièrement dans le secteur de l'exposition, la composante humaine est importante, puis on va revenir à un salon en présentiel à l'évidence pour des raisons évidentes pour tous. Mais entre-temps, il y aura les salons virtuels et il risque fort d'y rester une portion hybride demain. Comme une image vaut mille mots, en tout cas, je pense que si on faisait un sondage présentement, là, ce matin, puis que je vous demandais combien d'entre vous ont réellement participé à un salon virtuel, en ont vu un, la majorité d'entre vous pourrait répondre non. Alors, je vous propose une courte démo, c'est du vidéo. C'est une des plateformes virtuelles qui existent pour un salon d'exposition. Il y en a d'autres, mais ça va au moins vous donner une image de ce que ça a l'air. Donc, quand on entre, évidemment, il y a toujours des droits d'accès, puisque c'est payant, ce n'est pas un site web. Donc, on s'identifie, ce qui permet aussi de suivre le visiteur et éventuellement de remonter des leads. Un peu comme on le ferait dans un salon, on peut aller assister à des conférences qui sont présentées soit en parallèle du salon ou en alternance avec le salon d'exposition. Il peut y avoir plus qu'une salle de conférence. Donc, c'est très similaire à une expérience qu'on vivrait en réalité, où on rentrait, par exemple, au Palais des Congrès et d'un côté, on irait sur le plancher d'exposition et de l'autre, on irait dans les conférences. Les tuiles que vous voyez sont des exposants. Ceci est un kiosque 3D. Vous avez à gauche l'ensemble des documents qui peuvent être mis à disposition. Donc, quand on visite le kiosque, on a accès à du PDF, à du vidéo. On peut échanger en chat. On voit que la personne est disponible parce qu'il y a un petit bonhomme vert. On peut même parler sur Skype et se voir en personne. On peut, si on a un site transactionnel, le lier et faire même des transactions au moment même où on rencontre les gens. Et tout ça est personnalisé, évidemment, pour chacun des exposants. Donc, c'est relativement intuitif. Il y a plusieurs modèles de kiosques. C'est quand même d'une facture graphique intéressante aussi. C'est ce qu'on veut. Ça permet d'interagir. Donc, vous voyez que les possibilités sont assez multiples et, dans le fond, c'est la responsabilité de l'exposant d'utiliser chacune des fonctionnalités qui est mise à cette disposition pour maximiser sa présence et son expérience sur site. On peut avoir plus qu'un représentant. On garde aussi beaucoup de logs. Donc, on a tout l'historique des conversations qu'on peut reconsulter par la suite si on veut faire des suivis, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est en présentiel. On ne prend pas toujours le temps de le faire. Même chose pour les discussions. Donc, essentiellement, ça a l'air de ça. Je pense qu'on peut l'arrêter maintenant. Le reste est assez redondant. D'accord. Tu avais d'autres choses à dire sur ton vidéo, Caroline? C'est bon? Sur la vidéo en tant que telle, non. Okay. Sur une autre plateforme, il y a des plateformes, celle-ci, c'en est une, il y a des plateformes qui ressemblent davantage à des jeux vidéo. On est rendu là dans le développement, où on va se promener à vol d'oiseau sur le plancher d'exposition pour aller s'arrêter à un kiosque en particulier. C'est un fournisseur américain notamment qui fait ça. Donc, il y a diverses plateformes. Évidemment, vous êtes comme exposant tributaire du choix de l'organisateur en ce qui a trait à la plateforme, mais les plateformes se ressemblent quand même sensiblement d'une à l'autre. Et l'important de se rappeler, c'est d'utiliser tout ce qui est mis à votre disposition. Le vidéo reste encore très prisé. Donc, dépendamment aussi de la clientèle qui vous visite, utilisez tout ce qu'on vous propose comme outil. Comme on le ferait dans un salon présentiel. Le promoteur a des outils. Bien, ils nous plaisent ou ils ne nous plaisent pas, mais on regarde ces options-là et on les utilise si c'est possible et si on veut. On regarde les options là. Hey, une question m'a souvent été posée. En quoi c'est différent du web, de faire une recherche sur Google ou le web? Bien, en fait, faire une recherche sur le web va nous amener sur un site web qui va être statique. On n'aura pas d'interactivité et de connectivité. Ce qu'on tente de reproduire, c'est la réalité en virtuel. La réalité d'un salon, c'est de pouvoir parler avec d'autres gens et interagir avec eux. Donc, le salon virtuel donne ces possibilités-là. La technologie va permettre d'interagir avec ceux qui vont venir nous visiter et d'avoir une vraie conversation avec eux, que ce soit par écrit ou comme on le fait présentement en visio. Donc, c'est là la différence. En même temps, si quelqu'un va sur notre site web, oui, il va y avoir Google Analytics qui, à la fin du mois, va nous dire qu'on a eu tant de visiteurs qui sont venus, mais ça va être plus difficile d'être réactif. Il y a quelques outils qui permettent de le faire, tandis que
dans une plateforme d'exposition virtuelle, automatiquement, à la fin de la journée, si c'est bien fait, l'organisateur va vous envoyer la liste des leads que vous allez pouvoir importer dans votre CRM et faire les suivis. Le site web ne vous donnera pas cette possibilité-là. Le site web est complémentaire à l'exposition virtuelle au même titre qu'il est complémentaire à une participation à un salon traditionnel. Oui. Et automatiquement, comme un salon présentiel, le fait de faire partie de cette plateforme de salon virtuel donne aux exposants, aux entreprises, automatiquement plus de crédibilité. Oui, puis le fait est aussi qu'il y a des gens ciblés, des visiteurs ciblés qui ont été invités pour être là au moment T pour vous visiter, alors que le site web, c'est un peu le fruit du hasard que les gens viennent vous visiter. Là, il y a un momentum qui est créé pour attirer une clientèle hyper ciblée à venir vous voir. Parlant de ça, Caroline, comment est-ce qu'on peut attirer nos CPR, nos clients potentiels réels? Comment on peut les attirer à notre stand? Comme on pense aux actions à faire avant l'événement et pendant l'événement. Qu'est-ce qui peut être fait? Bien, on l'a mentionné tout à l'heure, on veut comparer le salon conventionnel au salon virtuel, mais il y a beaucoup de similarités dans les façons de faire pour les deux. La préparation qui est nécessaire en conventionnel ne disparaît pas parce qu'on est en virtuel. Ce n'est pas moins de travail de préparation. Il faut faire le même travail en amont si on va avoir des résultats sur site. Donc, il faut publiciser le fait qu'on va participer à ce congrès-là sur nos médias sociaux, dans notre signature, sur notre site web. Souvent, les organisateurs vont diffuser l'information sur les participants, tenter de les rejoindre au préalable pour les convier. Plusieurs plateformes vont aussi proposer des outils de B2B à l'intérieur de la plateforme ou encore par le biais d'une application mobile. Donc, si le promoteur du salon, l'organisateur du salon rend disponible cet outil-là, vous pouvez en bénéficier aussi pour générer des rendez-vous au préalable, des rendez-vous qui vont se tenir au moment où le salon va se tenir. Donc ça, ce sont toutes des façons de se préparer. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, que ce soit en présentiel ou en conventionnel. C'est le même travail de préparation en amont. C'est juste l'outil qui est différent. Tout à fait, c'est le moyen. Mais oui, c'est ça, absolument. Dans un salon, quand vient le temps d'exposer, on va à un moment donné choisir notre emplacement. Oui. Puis ça peut faire une différence dans notre esprit. Je vais être au début, je vais être à la fin, je vais être à côté de lui. Je vais être au bout de l'allée, je ne veux pas être oui, je vais avoir un coin, pas de coin. Est-ce que ça s'applique dans le cas d'un salon virtuel? Ben, devine quoi? Ben oui. C'est la même chose. Vas-y. C'est que les tuiles qui sont dans le haut, là, vous avez ici le hall d'entrée. Un commanditaire, par exemple, ou un méga exposant pourrait déjà avoir de la visibilité dans le hall d'entrée virtuel. Une fois qu'on entre dans le hall d'exposition, sur le plancher d'exposition, évidemment, les exposants qu'on voit apparaître dans le haut valent plus cher. Cet emplacement-là vaut plus cher et se monétise que ceux qui vont arriver dans le bas. Et là, c'est le choix de l'organisateur de voir comment on va classifier ça. Est-ce qu'on met ceux plus payants dans le haut? Est-ce qu'on catégorise? Est-ce qu'on fait des genres de pavillons virtuels? Ça va varier, mais oui, effectivement, c'est le même enjeu. Il y a un enjeu aussi de première arrivée, premier servi, de disponibilité qu'on peut le voir dans les salons conventionnels. Puis ensuite, il y a aussi le fait d'avoir des kiosques de formats différents. Le kiosque virtuel n'est pas toujours standard, au même titre que ce n'est pas toujours un 10 par 10 avec 3 murs rigides, 2 chaque table. Quand on expose, on peut décider d'investir dans un kiosque qui soit à plus grand déploiement, d'avoir plus de features, de fonctionnalités, etc. Donc, oui, l'emplacement, puis ensuite, le format du kiosque peut aussi influencer l'attractivité. Mais il y a une stratégie derrière ça. On peut penser qu'il peut y avoir des avantages et payer moins cher, être plus loin, mais ça se discute encore là. Oui, là, il y a des choses en même temps qui ne sont pas toujours transposables du conventionnel au virtuel. Non. Là, que tu sois dans la 3e rangée de tuiles ou dans la 4e rangée, ça ne changera pas grand-chose rendu là. Mais au même titre que si tu es dans le milieu du plancher d'exposition à Place Bonaventure. C'est ça, même chose. Hey, tu as parlé un peu du design de stand. Oui. On revient là-dessus. Alors, dans le cas d'un salon conventionnel, c'est sûr qu'on va bien penser notre stand pour qu'il soit accrocheur, qu'il donne une image de crédibilité. C'est quoi les options, les possibilités? Est-ce que c'est un peu la même chose ou c'est plus serré comme option? En fait, c'est une réponse à 2 volets. Évidemment, on est peu limité
par la contrainte physique. Donc, on est capable d'exploiter le côté virtuel et graphique. Généralement, il y a quand même des templates, là, des modèles qu'on va utiliser, puis qu'ensuite, on va venir garnir à nos couleurs. Un peu comme on le ferait en présentiel. Donc, oui, on peut faire ça. Puis l'autre côté aussi, c'est la limite budgétaire. Au même titre que quand on expose, on n'a pas toujours des kiosques faits sur mesure, 2 étages, avec éclairage, etc. Il arrive une fois de temps en temps qu'on sort juste avec notre pop-up pour le 10 par 10, puis ça fait le travail. Donc, aussi, si ça vaut la peine d'investir par rapport à la clientèle qui va être là, est-ce qu'on y va avec quelque chose de plus traditionnel ou on investit davantage? Mais oui, on peut quand même s'amuser un certain temps à faire quelque chose de beau. Puis je vous dirais, un peu comme les gens ne vont pas construire leur propre kiosque dans leur cabanon, faites appel à des experts aussi, même si c'est en virtuel. Souvent, ça peut avoir l'air facile, puis ça, c'est un mythe, c'est du virtuel, donc c'est pas compliqué, pas nécessairement. Donc, quand vient le temps d'aménager votre kiosque de façon virtuelle, une firme de communication avec des graphistes chevronnés pourront faire la différence aussi dans le résultat final. Alors, tu fournis un template, genre? Oui, bien, dépendamment des plateformes, là, il y a des plateformes où on transpose la responsabilité à l'exposant de lui-même garnir son kiosque. Il y a des plateformes où l'exposant fournit des fichiers graphiques et l'intégration est faite par l'organisateur, donc ça varie. Mais l'idée étant de faire affaire avec des professionnels pour vraiment bonifier au maximum l'espace virtuellement. Tu avais des exemples, je pense, hein? Oui, là, vous en avez des exemples là. Je vais descendre. Peut-être revenir rapidement. On en reparle plus tard de ce qui est disponible à l'intérieur d'un kiosque. Oui, oui. Donc, vous avez ici... Mais si tu préfères, Caroline, en parler tout de suite, les outils promotionnels. Oui. Parce que le stand, il y a toutes les brochures, les tirages, tout ce qu'on fait comme outil. Tu peux en parler tout de suite si ça convient mieux. Je peux faire ça. Vas-y. On a d'autres exemples plus tard, mais dans le fond, quand on est un exposant virtuel, ce qui est mis à notre disposition, c'est la capacité de diffuser de la vidéo live, du live streaming. C'est la capacité aussi de transmettre des PDF. Donc, existe évidemment les brochures papier, là. On a aussi des liens vers des démos qui peuvent être mises à disposition. Vous avez dans votre kiosque des bannières, donc choisissez le message que vous voulez transmettre, comme vous le feriez en présentiel, sur les bannières qui vous identifient. Vous avez aussi la capacité d'insérer vos médias sociaux, donc prolonger l'expérience virtuelle jusque sur vos médias sociaux. Donc, ce sont toutes des options qui sont mises à disposition. Et vous avez aussi une messagerie qui vous permet de communiquer avec les gens. Donc, utilisez tout ce qui est mis à disposition. Si vous voulez voir des exemples de kiosques, donc derrière chaque tuile ici, évidemment, se situe un kiosque. Puis chacun de ces kiosques-là n'a pas nécessairement la même histoire. Puis ça, c'est une plateforme. Une plateforme différente va proposer d'autres formats de kiosques aussi. Donc, on peut peut-être le partir puis voir si je vais avancer un petit peu. Donc là, ça, c'est la hall d'exposition. Vous avez ici un kiosque. Le représentant est disponible pour une rencontre puisqu'il est vert. Je crois que c'est là. Vous avez ici un autre exemple de kiosque où, par exemple, il pourrait y avoir 2 à 3 représentants. Donc, ça en était un exemple. Vous en avez un autre exemple ici à la droite de l'écran. Donc, c'est sans limite dans le fond parce que c'est virtuel. On peut se constituer le kiosque qu'on veut. L'important, c'est de toujours s'assurer qu'on passe le bon message. Vous avez quelques plateformes pour accrocher l'œil. Donc, assurez-vous de mettre ce qui est important, ce que vous voulez mettre de l'avant sur ces principales bannières-là. Julien, je crois que ton micro, il est fermé. Tu as raison. Alors, depuis 2 mois. Ça donne l'occasion de s'offrir un stand. Peut-être qu'on n'aura jamais eu l'occasion de s'offrir. Peut-être, oui, effectivement. Et de s'offrir des beaux représentants aussi parce qu'on choisit des personnages. Absolument, absolument. C'est moins difficile pour le staff. Alors, on a parlé des outils promotionnels. On a fait le tour de ça. Alors, par contre, comme Caroline l'a mentionné, il reste que tout l'aspect
non-verbal, paraverbal, la qualité de nos supports, la qualité du design de stand, on comprend qu'il faut que ce soit encore pensé. Ce n'est pas fait n'importe comment parce qu'encore, on est comparé aux autres exposants. La même chose. En virtuel, ça ne veut pas dire qu'il faut être moins punché dans notre message. Il faut être punché. Il faut vraiment penser à notre pitch, à notre elevator pitch. Juste une autre chose, Caroline, en passant. Comment c'est possible d'en arriver à parler? Parce que le présentiel, c'est ce qu'on aime. En fait, c'est ce qu'on vise à reproduire oui. après ma barre. Donc, quand les gens vont venir nous visiter sur notre stand, quand le visiteur se présente, on est notifié. On sait que quelqu'un arrive et généralement, on va pouvoir l'identifier. Et là, on peut entrer en interactivité avec cette personne-là, soit par le biais du chat. Puis on a eu un événement récemment qu'il y en a qui nous disaient on aurait dû apprendre notre tape-touche parce qu'on n'était pas assez vite pour répondre à toutes les demandes. Ou encore, on peut le faire en visioconférence puis échanger. Donc, c'est important d'être direct, d'aller réactif, en fait, de ne pas laisser quelqu'un errer comme ça et de tout de suite l'aborder. Si vous êtes 3 représentants aussi, la technologie permet de ne pas sauter à 3 sur le même visiteur. Donc, on sait qu'il y a déjà un visiteur qui est en interaction avec un autre de nos représentants. On va les laisser discuter. Donc, c'est presque pareil comme en réel, en fait. Si quelqu'un passe et s'arrête devant le kiosque, on le salue et ensuite, on débute la conversation au fil des questions qu'ils vont nous poser. Ça veut dire qu'encore là, il faut penser à avoir un message, un pitch qui est vraiment bien articulé, être attirant. Avoir une documentation qui est prête, un PDF qui se transfère facilement au cours de la conversation aussi. Oui, peut-être même avoir un site web qui a été pensé en fonction du salon, en fonction du type de visiteurs qui sont là. Peut-être préparer quelque chose à côté sur le web. Alors, on va le penser comme un salon en présentiel. Pareil. On va le penser en fonction d'un salon virtuel. Au même titre qu'en présentiel, si vous exposez et qu'un client est devant vous et que c'est un salon qui permet les transactions, donc la vente, bien, vous pouvez tout à fait accompagner votre visiteur sur votre site transactionnel et faire une transaction au moment de l'événement. Absolument. Alors, ce qui fait que si jamais vous participez à un salon virtuel, il va y avoir des conversations, il va y avoir des échanges. Vous devez absolument et impérativement bien penser votre stratégie de suivi. Alors, comme on l'a vu, vous allez recevoir les listes après avec qui vous avez parlé et mettez une personne, un responsable des suivis parce que c'est souvent là que ça va se passer après coup. Un peu comme les salons en présentiel. Pas un peu. Exactement oui, comme les salons en présentiel. Dans ma tête, un peu, c'est probablement en augmentation des quantités. Plus de leads générés probablement. Alors, il faut se préparer à ça. On a quelques minutes peut-être, Caroline. On s'était gardé un peu de temps. Si jamais tu as tu voulais montrer des statistiques, est-ce que tu as prévu le faire ou pas? Je n'ai pas vraiment mis de statistiques. Ce qu'on observe, en fait, avec la croissance des événements virtuels, c'est un taux de participation plus élevé, à la fois des visiteurs et des exposants. C'est sûr qu'il y a un engouement, il y a une nouveauté, mais le fait est aussi que les gens n'ont pas autant d'occasions de participer à des événements. Donc, quand un événement sérieux se pointe, même s'il est en virtuel, les gens, entre autres au marketing, aux ventes, vont aller vers cet événement-là dans la mesure où ils ont confiance que l'organisateur va leur amener les bons visiteurs. Donc, il y a vraiment un fort taux de participation. Le taux de satisfaction est généralement aussi élevé parce que notre investissement de temps, on n'a pas à se déplacer. L'investissement en argent n'est pas le même non plus. Le risque est plus faible d'un point de vue financier. Oui, il y a un coût pour participer à un événement parce qu'on vous amène quand même des visiteurs de qualité, mais il n'y a pas de frais de représentation, pas de frais de déplacement. Donc, il y a vraiment un engouement et il y a des résultats qui sont associés à ça dans la mesure où les bonnes personnes participent. Et en règle générale, dans ce que tu as vu, le prix de location d'espace? Ça, là, c'est une discussion, je pense, que j'ai à la fois avec ceux qui participent que ceux qui organisent. Virtuel, donc, ça coûte moins cher. Pas nécessairement. Ça coûte moins cher parce qu'il y a moins de frais afférents, mais utiliser une technologie digne de ce nom qui va donner une expérience agréable pour le participant comme pour l'exposant a un certain coût. Si on veut permettre une interactivité et pousser au maximum l'expérience, il va falloir quand même
décaisser une somme assez importante pour avoir la technologie appropriée. Donc, oui, il y a un frais pour participer. Puis en même temps, c'est quoi la valeur que vous allez en tirer? Si la qualité des visiteurs est équivalente et la quantité de visiteurs est équivalente à ce que vous auriez vécu en présentiel, j'en conviens, il n'y aura pas de réunion de corridor, puis on ne prendra pas une bière le soir ensemble. Mais n'empêche que le retour sur investissement va être intéressant et il justifie de payer une certaine somme pour exposer et parfois même pour visiter, dépendamment de la nature du congrès ou du salon, là, surtout quand il y a aussi en parallèle des conférences qui sont offertes. Donc, c'est vraiment tout un débat de savoir est-ce que parce que c'est en virtuel, ça coûte moins cher? Est-ce que parce que c'est en virtuel, ça prend moins de temps? Bien, à la fin de la journée, c'est à peu près équivalent. Ça se ressemble beaucoup. Excellent. Alors, Caroline, on est prêt à passer aux questions? Oui. C'est bon. Alors, Benoît, Dina, si vous avez des questions, c'est le temps. Parfait. Donc, juste un instant, je pense que vous ne voyez pas Ah oui, le la chat. caméra. Je peux arrêter de partager l'écran aussi? Oui, on n'en a plus besoin. En fait, on pourrait juste mettre la slide de questions. Mais je vais garder mon vidéo fermée parce que je pense que j'ai des problèmes de connexion malheureusement. Donc, pour que vous puissiez mieux m'entendre, plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient de la misère à m'entendre au début. Donc, on va commencer par les questions. Alors, quelqu'un se demande, donc c'est sûr que les entreprises vont payer pour être exposants, mais est-ce que les participants eux-mêmes sont vraiment prêts à participer à des événements virtuels et payer un billet d'entrée? Oui, tout à fait. Dans la mesure où ce qu'on va en retirer justifie un coût de participation, si on a la capacité de garantir la qualité de ce qui est proposé, les gens vont payer pour participer. Les plateformes d'exposition virtuelle souvent ne comportent pas de module d'inscription. L'inscription va se faire sur un autre module, puis on va faire une intégration entre les deux systèmes pour gérer les droits d'accès. Mais oui, les gens, ils sont prêts à payer. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a l'aspect commercial, mais souvent avec un salon va venir aussi toute une série de conférences en parallèle et les gens vont être ouverts à payer pour assister à des conférences dont le contenu les intéresse. Et comme tu disais, Caroline, déjà les expériences précédentes ont montré qu'on avait plus de participation. Alors, les gens sont prêts à venir. Et ce qui s'est passé dans les derniers mois a forcé la note aux personnes de dire hey, c'est une technologie qui va très bien. Et on se réunit aujourd'hui, puis on échange d'informations. C'est parfait comme ça. Ça s'est démocratisé beaucoup. Oui. Les gens se sont familiarisés. Donc, il y a des barrières qui sont tombées. On n'aurait pas eu la conversation qu'on a aujourd'hui au mois de décembre. Les gens n'auraient pas été prêts, personne n'aurait été ouvert à participer à un salon virtuel. Maintenant, les gens ont moins de crainte. Ils sont à l'aise avec les systèmes, savent poser des questions, muter leur micro, passer d'une plateforme à une autre. Donc, c'est ça, démocratisation, familiarisation qui permet ça. Et on a vu au début de la COVID beaucoup de trucs virtuels gratuits qui ont été offerts un peu en réaction. Mais là, on voit que ça revient avec des contenus d'intérêt payants. Ça ne pourra pas être gratuit éternellement. Personne ne va y arriver, c'est pas un modèle économique viable. Maintenant, encore là, c'est comme n'importe quel autre salon aussi. Si les exposants, une qualité d'exposant est là, les visiteurs vont venir. Mais si on a une bonne qualité de visiteurs, les exposants vont venir. C'est toujours la même chose avec comme un salon présentiel et virtuel, c'est un peu la même chose. La qualité attire l'autre, c'est ça. Puis il y a différents types de salons aussi. Un salon grand public, c'est une chose. Mm-hmm. Spécialisé, un salon industriel, c'en est une autre. Il y a plusieurs personnes qui se demandent, donc en ce moment, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tous les salons virtuels qui ont lieu pour qu'on puisse y participer? Non. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, c'est vraiment les organisateurs d'un événement qui nous intéresse qui vont dire, bon, celui-ci est en ligne, mais il n'y a pas en ce moment de plateforme où on peut magasiner les salons virtuels. Non, parce que logiquement, si on est exposant, on ne veut pas être inondé par plein d'exposants, plein de visiteurs qui n'ont pas rapport. On ne veut pas être dérangé, on veut se concentrer sur les visiteurs pertinents. C'est pour ça qu'on ferme. Pour ça que les promoteurs vont fermer la porte, vont, comme un salon présentiel, vont filtrer un peu qui va venir pour améliorer la qualité et diminuer la quantité un peu même. Je dirais que
pour savoir les salons qui sont proposés maintenant, c'est un peu les mêmes sources que vous utilisez habituellement. La plupart d'entre vous êtes membres d'associations sectorielles et c'est souvent les associations soit qui organisent les événements ou encore qui en diffusent le calendrier. Donc, c'est à ces endroits-là que vous allez pouvoir voir dans votre secteur à vous d'intérêt ce qui est proposé en termes d'événements présentiels et ou virtuels ou hybrides. Il y a Benoît et Martin qui se demandent, donc, puisqu'on est en virtuel, donc, alors que dans un salon traditionnel, on est en kiosque et on peut payer selon la taille du kiosque. Donc, puisqu'on est en virtuel, donc, qu'est-ce qui peut justifier un prix plus élevé pour un soi-disant plus gros kiosque, alors qu'on est en virtuel? Bien, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, si vous pouvez, par exemple, accueillir au sein de votre kiosque virtuel 3 représentants au lieu d'un, pourrait justifier un coût d'achat de kiosque plus élevé. Si votre kiosque est le premier en entrant quand on ouvre l'écran, bien évidemment, il va avoir une valeur supérieure au dernier qu'on va consulter au bas de la liste quand on aura fini de scroller. Donc, ce sont ça des éléments qui peuvent justifier de payer davantage pour un kiosque. Peut-être que la différenciation entre les différents types de kiosques est moins évidente qu'en présentiel, mais il y a quand même des éléments qui permettent de justifier une dépense accrue là, pour augmenter sa visibilité. Et donc, en ce moment, donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu très souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à se répéter de plus en plus, de manière de plus en plus répétitive? Puis si oui, donc les plateformes québécoises opérationnelles, comment est-ce qu'on fait pour les consulter? Donc d'ailleurs, je veux juste mentionner aux participants que Caroline Lepage, elle fait partie justement d'une entreprise qui offre des plateformes pour faire des salons virtuels. En fait, je pense que c'est un mal nécessaire, là, on va se le dire, c'est une obligation par la force des choses. Les mesures sanitaires aussi qui vont être annoncées dans les prochains jours vont faire en sorte que commercialement, ça ne sera pas rentable de tenir un événement physique pour encore un certain temps. À l'issue de cette période-là, quand les choses reprendront le cours normal, toutes les tendances, les études disent que le hybride va être là pour rester. Donc, ce sera probablement un mix des deux, un bout en présentiel, un bout en hybride. Là, j'ai manqué le début de la question. Je ne sais pas si j'ai répondu en totalité. Oui. Puis, il y a quelqu'un qui se demandait aussi s'il y avait des plateformes virtuelles québécoises qu'on pourrait utiliser. Il y en a qui existent. Il y a quelques plateformes québécoises qui existent. Les plateformes les plus performantes, on va se dire, là, sont américaines et européennes. Les européennes ont l'avantage d'être multilingues. Les plateformes américaines ont le défaut d'être unilingues anglophones et demandent quand même un bon investissement pour pouvoir proposer quelque chose en français. Donc, mais ça encore là, cette question-là, ça relève plus de l'organisateur que du participant. Comme exposant, participant ou comme visiteur, vous n'avez pas droit de regard sur la plateforme qui va être sélectionnée. Mais il y a une multitude de plateformes. Il y en avait avant la COVID. Post-COVID, il y en a 13 à la douzaine. Il faut juste la sélectionner adéquatement. Il y a des gens qui sont très solides. Présentement, ils sont super sollicités, on va se le dire. Donc, voilà. Stéphanie Bouger se demande comment est-ce que vous voyez un salon hybride? Bon, un salon hybride, très bonne question. Il y en a qui sont en train de le réfléchir présentement, justement, en se disant, bon, on va utiliser l'occasion qui nous est donnée par la COVID de briser le moule puis de présenter autre chose par la suite. Le salon hybride pourrait, une des formules, pourrait par exemple accueillir des exposants québécois et des exposants virtuels étrangers pour leur éviter le déplacement. Donc, on va aller augmenter le reach de nos exposants en leur permettant d'être là en diminuant la contrainte de déplacement ou géographique. Ça pourrait être une des options. Ça pourrait être aussi d'avoir une portion exposition en présentiel avec une portion conférence et la portion conférence pourrait être hybride. Donc, vous pourriez vendre les conférences séparément de l'exposition traditionnelle. Il y a plusieurs formules qui sont envisageables. Ça dépend de la nature de l'événement. Est-ce qu'il est local? Est-ce qu'il est international? Donc, tout ça sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer la bonne formule hybride après.
Donc, merci beaucoup. Il y a David Pelletier qui se demande, est-ce qu'il y a des études sérieuses qui ont pu démontrer le retour sur investissement des salons virtuels? Oui, il y en a. Si vous êtes abonné à des blogs et tout ça, là, il y en a quelques-unes. Évidemment, il y a les compagnies elles-mêmes, là, ceux qui produisent des plateformes technologiques vont vous fournir des données que vous pouvez peut-être un peu questionner parce que biaisées. Mais oui, dans tous les magazines spécialisés là, d'exposition ou de meeting planner, il y a des données qui sortent là, qui sont assez probantes. Une autre question, c'est est-ce que le virtuel fera en sorte que les représentants éventuellement vont être remplacés par des robots et des chatbots? C'est déjà commencé. Marketing automatisé. Ouais. Est-ce qu'ils seront remplacés? C'est une bonne question. Hein? Je ne pense pas qu'ultimement, ils vont disparaître au complet, mais leur travail va probablement migrer vers autre chose. C'est un peu comme même, par exemple, si vous allez sur un concessionnaire auto, sur le site web du concessionnaire auto, on va vous attirer par le web, mais il y a toujours le petit chat box qui apparaît en bas à droite. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est qu'ils veulent vous parler. Ça va toujours rester, cette idée-là de vouloir parler avec les personnes. On va simplifier les choses. C'est certain que ça va changer notre façon de travailler, de voir les choses, mais on aura toujours besoin du contact humain. Alors, jusqu'à quel point ça deviendra 75% virtuel, 25% présentiel, on ne sait pas. On ne connaît pas l'avenir. Ça peut dépendre des marchés, ça peut dépendre des distances, ça peut dépendre de plein de choses. Mais fort à parier que le virtuel est là pour rester maintenant, comme le Zoom est là pour rester. Donc, le travail de représentant dans la vie de tous les jours va changer. On va se déplacer moins, on va se faire une réunion sur Zoom et c'est la même chose pour les salons. Mais dans quelle proportion, c'est à voir. Il y a François Michaud qui se demande, donc on a parlé des salons hybrides. Est-ce que ce type de salon demanderait plus d'investissement puisqu'il y a un côté représentant, mais il y a aussi un autre côté virtuel, puis de la préparation virtuelle? Et oui, en fait, je comprends la question parce que dans le fond, probablement qu'il se dit, je loue déjà des pieds carrés, puis si en plus on doit offrir une portion virtuelle, c'est des coûts additionnels pour offrir une portion en virtuel. Alors que si on le tenait uniquement physiquement, je n'aurais pas la dépense associée au virtuel. C'est un fait. Pré-COVID, la philosophie derrière le hybride, c'était d'attirer une clientèle qui ne serait pas venue de toute façon et ça justifiait l'investissement de proposer du hybride, même si ça générait des revenus additionnels. Donc, oui, la formule hybride engendre des coûts supérieurs, mais si on la met en place, c'est qu'on a la certitude que ça va générer des revenus supérieurs aussi, qu'on va aller chercher soit plus d'exposants ou plus de visiteurs par le biais de la portion hybride. Alison App se demande comment est-ce qu'on peut évaluer si l'organisateur propose un événement qui sera bien organisé et qui vaudra vraiment le coup d'être présent comme exposant. Oh, c'est la même question en vrai, hein? Mm-hmm. Donc, là, de l'aspect technologique de la chose, qui organise l'événement? Est-ce que c'est l'association canadienne qui l'organise d'année en année? Ce sont les mêmes gens derrière, puis on a confiance que la qualité de la programmation va être la même, que la qualité des visiteurs va être la même. Donc, l'historique de l'organisateur, je pense qu'il est pour beaucoup. Sa capacité à mettre les choses en place. Ensuite, là, il faut voir l'offre qu'ils vous font, à quel coût, quelle technologie vous est proposée, quelles sont les fonctionnalités qui sont mises à votre disposition pour vous faire valoir lors de l'événement, la durée de l'événement. Donc, c'est des questions que vous pouvez poser. Normalement, ils vont vous envoyer un kit de vente qui va vous donner l'essentiel de cette information-là et un manuel de l'exposant virtuel qui n'a absolument rien à voir avec un manuel de l'exposant traditionnel. Et dans le manuel de l'exposant virtuel, vous allez voir les fichiers graphiques qui vous sont demandés, ce qui va vous donner une idée de ce que ça va avoir l'air au final. Mais sinon, c'est beaucoup, je dirais, l'historique de l'événement ou de l'organisateur, au même titre qu'on l'évaluerait normalement. C'est ce que j'allais dire. En présentiel, c'est qu'on assiste au salon cette année pour voir si on va exposer l'an prochain. Alors, ça nous donne une bonne évaluation. Mais il n'y a aucun indicateur qui nous dit qu'un salon qui s'est tenu, exemple, en février
qui a connu du succès, en février 2019, qui a connu du succès, ben, s'il le fait en 2020, en 2021, ben, il n'y aura pas 2 fois moins de personnes. L'expérience démontre qu'il va y avoir plus de gens. Alors, cette même référence qu'on va chercher avant, ben, on peut le faire encore maintenant en virtuel, qui est à peu près les mêmes ratios. Ce qui reste à voir là-dessus, effectivement, comme Caroline le dit, c'est quel type de plateforme, qu'est-ce qu'il propose, le professionnalisme de l'entreprise qui l'organise. Et il reste que c'est un peu un guess. On est en période de transition, ça reste ça. Mais le risque, il n'est pas énorme, selon ce qu'on a vu. Ah, mais on n'a pas besoin de prendre l'avion pour s'en aller à Hanovre, en Allemagne, puis partir avec 3 représentants, puis monter le kiosque, puis shipper le matériel. Le risque est quand même inférieur. Donc, on arrive à la fin du webinaire, mais je vois une question qui est revenue souvent, mais posée de façon différente. Donc, je vais faire juste un résumé de cette question-là avant qu'on puisse conclure. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient par rapport au prix pour les exposants, donc quel genre de budget ils doivent prévoir pour les plateformes et pour tous les autres outils de soutien qu'ils ont besoin. Le prix va être déterminé par l'organisateur. Le coût de participation au salon est déterminé par l'organisateur. Des organisateurs qui vont dire, nous, cette année, on absorbe une partie du coût parce qu'on veut être certain que les gens viennent, on veut leur donner un rabais. D'autres vont dire, on offre la même qualité d'événement, donc le kiosque qui se vendait 2500 en présentiel va se vendre 2500 en virtuel. Ensuite de ça, les coûts pour aménager le kiosque, pour se préparer, sont vraiment inférieurs quand même à ce que vous allez faire en présentiel, là, à l'évidence, pour tout ce qu'on vient de dire. Là, pas de déplacement, pas de repas, pas d'avion, pas de shipping. Est-ce qu'il y a des coûts en équipement supplémentaires à prévoir? Non, comme vous le faites aujourd'hui avec un ordinateur, une paire d'écouteurs, une caméra, c'est pas mal ça que ça prend pour participer. Oui, la documentation sera PDF, site web. Si on fait des suivis après, on envoie des hard copies, ben c'est ça. Mais pour ce qui est du salon comme tel, il y a les pieds carrés. C'est tout. Bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Lepage et Monsieur Roy, pour ce partage et cette discussion enrichissante. Je vois qu'il y a quand même des gens qui ont des questions un peu plus pointueuses. Donc, on va vous envoyer un courriel de suivi demain et vous allez avoir leurs coordonnées. Comme ça, vous pourrez communiquer avec eux pour les questions un petit peu plus pointues. Donc, j'aimerais vous remercier vraiment pour toutes vos réponses et explications qui ont été vraiment claires. Puis je remercie tous les participants présents aujourd'hui et qui ont participé à la période de questions. Je vous demanderai de bien vouloir remplir le sondage, s'il vous plaît, que vous avez reçu, donc qui est sorti sur votre navigateur. Et encore une fois, j'aimerais remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support, ainsi que Desjardins et la presse. Demain, nous allons avoir 2 webinaires sur le commerce international. Donc, nous avons le Café Export qui a lieu tous les jeudis à 10 heures pour vous tenir au courant de l'état du commerce international et découvrir des parcours d'entrepreneurs, ainsi qu'un webinaire canado-américain à 14 heures en anglais qu'on co-organise avec la Chambre de commerce de Plattsburgh sur ce que vous devez savoir sur le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique qui entrera en vigueur le 1er juillet. Donc, si vous voulez vous y inscrire ou voir nos autres activités à venir cette semaine, vous pouvez consulter notre page web. On va vous l'écrire tout de suite dans le chat. Enfin, je tiens à vous mentionner aussi que notre équipe de conseillers est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On a un service de diagnostic international à vos dispositions sans frais, donc pour répondre à vos questions et vous aider à surmonter la crise. Et je tiens à remercier encore une dernière fois Madame Lepage et M. Roy. C'était vraiment un plaisir de modérer ce webinaire virtuel avec vous pour parler des salons virtuels. Merci à tous et passez une excellente journée. Merci. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Bye. Bye.